Et puis, si on va dans le domaine contemporain, Voilà. là, on a énormément de peintures majeures. On a une dizaine de peintures de Zhang Daqian. Zhang Daqian. On a plusieurs peintures de Xu Beihong, comme je vous le disais. On a 6 peintures de Lin Fengmian. Enfin, on a énormément de choses, en fait. Et on a des choses d'artistes majeurs. Bonjour et bienvenue dans Dialogue à Paris. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Maël Bellec, conservateur en art chinois et coréen au musée Czarnoussi. Un musée parisien consacré aux arts asiatiques et plus spécifiquement à ceux de l'Extrême-Orient, Chine, Japon, Corée et Vietnam. C'est le deuxième musée consacré aux arts asiatiques en France et le cinquième consacré à l'art chinois en Europe. Maël Bellec, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je le disais tout à l'heure, le musée Czarnoussi est le deuxième musée consacré aux arts asiatiques en France et le cinquième à l'art chinois en Europe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement son histoire? Alors, le musée de Czarnoussi, il commence à avoir une longue histoire. C'est un musée qui a été fondé par un homme italien, d'où le nom du musée qui n'est pas un nom français, qui est le nom de cet homme, Henri Czarnoussi, et qui avait été exilé d'Italie après la tentative de révolution de 1848. Et il est arrivé en France dans les années 1850. Et dans un premier temps, il a eu une période assez difficile avec très peu d'argent. Il a essayé de lancer des affaires qui ont fait faillite. Et puis dans les années 1860, ses affaires ont commencé à marcher. Il est devenu extrêmement riche. Et il s'est réengagé en politique à partir de ce moment-là, ce qui lui a occasionné de nouveaux problèmes en 1870. Et suite à ces problèmes, il a décidé de partir pendant un temps. Et il a fait un voyage autour du monde entre 1871 et 1873. Ce voyage autour du monde l'a amené dans plusieurs pays, mais l'a notamment amené au Japon et en Chine. Et dans ces deux pays, il a constitué une collection, et une collection assez importante. Il a ramené à peu près 5000 objets de son voyage. 5000 objets. Oui, et essentiellement japonais et chinois. Et quand il est revenu à Paris, il a fait construire sa maison près du parc Monceau, et qui n'était pas un musée, qui était sa maison, mais dans laquelle il exposait la totalité de ses objets. Et quand il est mort en 1896, il a légué le bâtiment et la collection d'art asiatique à la ville de Paris. Et c'est comme ça que c'est devenu un musée public qui a ouvert ses portes en 1898. Et aujourd'hui, c'est donc un musée municipal, C'est si j'ai bien totalement un compris. musée municipal qui appartient à la ville de Paris, effectivement. Ouais, ça veut dire que c'est la ville de Paris qui gère ce musée. C'est ça. Alors aujourd'hui, quand on parle des relations franco-chinoises au prisme des musées, on pense souvent au musée Guimet, dont les immenses collections, en fait, les immenses collections ont alimenté l'intérêt de Jacques Chirac pour l'art chinois. Est-ce que, du point de vue, on va dire, des collections, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différences qui distinguent les deux musées? Alors, juste pour revenir sur Jacques Chirac s'est aussi beaucoup intéressé au musée de Czarnoussi pour une raison simple, c'est qu'il a été le maire de Paris. Et que du coup, il connaissait très bien le musée. Et pour la petite anecdote, moi, j'ai vu en vrai Jacques Chirac en 2009 quand j'étais stagiaire au musée. Et il est venu, il n'était plus président à l'époque, mais il est venu faire une visite parce qu'il voulait voir le musée. Et c'était très drôle parce que quand il est rentré dans le musée, il y avait tous les gens qui l'attendaient, la délégation en quelque sorte officielle qui l'attendait pour le recevoir. Et il est passé devant tout le monde sans dire bonjour à qui que ce soit. Il est allé directement à la caisse il est allé dire bonjour à la caissière et il lui a demandé des nouvelles de ses enfants. C'est vous dire s'il connaissait bien le musée et son personnel. Incroyable! Et alors pour ce qui est des collections, on a des collections qui par certains aspects sont assez complémentaires du musée Guimet. Alors d'abord, le musée Guimet ne travaille pas sur le même champ que nous. C'est un musée qui travaille sur toute l'Asie. Et pour eux, l'Asie, ça comprend l'Inde et les pays indianisés, l'Asie du Sud-Est, qui nous est un domaine sur lequel on travaille pratiquement pas. Et pour ce qui est de la Chine, on a, nous, deux jambes au musée, en quelque sorte. Une jambe, c'est l'archéologie. Archéologie, ouais. Et dans le domaine de l'archéologie, nos collections
à la fois se recoupent avec celle du musée Guimet, c'est normal, mais aussi sont assez complémentaires. C'est-à-dire que vous verrez au musée Guimet des objets que vous ne pourrez pas voir chez nous, et vous verrez chez nous des objets que vous ne pouvez pas voir au musée Guimet. Et puis l'autre élément, c'est que nous, ça fait plus de 70 ans maintenant qu'on travaille de manière constante sur l'art contemporain chinois. L'art contemporain chinois qui couvre quelle période? Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précision là-dessus? Bien sûr. Ouais. Alors, on a commencé à travailler sur le sujet en 1946. Alors aujourd'hui, les artistes avec lesquels on travaillait à cette époque-là sont devenus des artistes modernes. Donc c'est des gens comme Lin Fengnian, Su Beihong par exemple, Pang Xunchin, Chen Zhefo, Zhang Daqian aussi. Et on a continué ce travail jusqu'à nos jours. Et donc aujourd'hui, on collectionne des artistes vivants, toujours. Et donc ça, c'est quelque chose qui est un peu spécifique au musée, dans la mesure où on a l'une des collections d'art moderne et contemporain chinois les plus importantes en Europe, probablement juste derrière celle de l'Ashmolean Museum d'Oxford. Oui, parce que c'est en fait une stratégie de développement de votre part, j'imagine. Alors, stratégie de développement, je ne sais pas si ça C'est-à-dire que vous avez misé sur l'époque contemporaine. Je ne sais pas si ça a été pensé comme ça, mais c'est comme ça que ça s'est fait, en tout cas. Ce qui s'est passé, c'est que dans les années 40, il y avait pas mal d'artistes chinois en France, que le directeur du musée, René Grousset, était assez proche de certains d'entre eux. On a d'ailleurs quelques portraits de René Grousset par des artistes de l'époque, notamment par Hua Tianyo et par Pan Yuliang. Pan Yuliang, une femme artiste. Tout à fait, incroyable. très importante pour l'histoire des artistes chinois en oui. France. Et puis dans le même temps, on avait un personnage qui travaillait en Chine à l'époque, qui était Vadim Eliseev, qui travaillait à Chongqing. Et à Chongqing, c'était au moment de la guerre sino-japonaise, donc toutes les élites intellectuelles et culturelles étaient exilées dans l'ouest de la Chine. Et il a rencontré énormément de monde là-bas. Il a notamment rencontré le jeune Zhao Wuqi, qui à l'époque avait une vingtaine d'années. Wuqi même, ouais. Et quand il est revenu en France, il est devenu l'un des conservateurs du musée. Et il est devenu ensuite le directeur du musée en 1952. Et lui avait cette fibre contemporaine. C'est-à-dire qu'il était très proche des artistes contemporains, il a beaucoup travaillé avec eux. Et donc c'est comme ça que ça a commencé et on continue toujours aujourd'hui. Donc le hasard de l'histoire, on va dire. Un petit peu le hasard, et puis le hasard des personnalités, puisqu'effectivement, aussi bien René Grousset que Vadim Eliseev avaient une sensibilité à l'art contemporain, qui était quelque chose, en tout cas pour l'art chinois à cette époque-là, relativement rare dans le monde de la sinologie européenne. Moi, j'ai lu que votre musée compte pas moins de 15 000 objets, dont la moitié sont des objets chinois. C'est vrai que la Chine se taille la part du lion dans les collections. Effectivement. Dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez nous présenter les œuvres incontournables, c'est-à-dire celles qu'il faut absolument voir quand on vient visiter votre musée? Alors, je vais forcément en oublier. C'est des œuvres, ce n'est pas des personnes, donc elles ne me gronderont pas. Mais parmi les œuvres vraiment incontournables, il y a évidemment l'œuvre majeure du musée, qui est une œuvre du XIe siècle avant notre ère, donc de l'âge du bronze, qui est la tigresse. La tigresse. Qui est donc un bronze rituel qui représente une tigresse tenant entre ses pattes un homme. Et c'est un objet qui a fait couler énormément d'encre, qui continue à faire couler beaucoup d'encre, notamment parce qu'on n'est pas trop sûr de ce que signifie cet objet. Justement. On ne sait Donc pas... on ne connaît pas son histoire. Alors on connaît très mal son histoire, mais ça c'est malheureusement assez systématique dans les musées d'art asiatique en Europe. C'est-à-dire que la plupart des collections ont été constituées pour les objets archéologiques. Ce sont des objets qui, pour la plupart d'entre eux, sont sortis de Chine entre la fin du 19e et la première moitié du 20e, à une époque où les gens qui s'intéressaient au commerce des objets ne s'intéressaient pas forcément à la provenance archéologique des objets, et donc ces objets n'étaient pas toujours bien documentés. Pour la tigresse, c'est un peu particulier parce que c'était un objet qui était chez un marchand d'origine allemande, qui était établi à Paris, et qui est mort pendant la Première Guerre mondiale. Et ce qui fait que ses biens devaient revenir à sa famille allemande, mais sa famille, c'était la période de la guerre, et donc les biens ont été saisis plutôt que d'être donnés à des Allemands et vendus aux enchères.
Et nous, on a acheté l'objet aux enchères à cette époque-là. Donc c'est un cas très particulier, mais ce qui veut dire que le marchand qui avait l'objet est mort avant qu'on puisse acquérir l'objet. Et du coup, impossible pas de connaître, d'informations. ouais. En effet. Alors, on a des idées approximatives sur d'où provenait l'objet, mais c'est des hypothèses. C'est vraiment l'œuvre qui attire le plus de visiteurs, peut-être. Alors, je ne sais pas si c'est l'œuvre qui attire le plus de visiteurs, mais c'est vraiment en termes de sinologie, c'est probablement l'œuvre la plus importante du musée parce que incontournable. Je veux dire, c'est l'œuvre qui fait que nous sommes connus en Chine dans le réseau des musées chinois. Parce que c'est un bronze archaïque de l'époque des Shang qui est exceptionnel par sa forme. Il n'y en a que 2 dans le monde et le deuxième est dans une collection japonaise. L'époque des Shang, ça précède même la Chine Totalement. impériale. Alors, quelles sont les autres œuvres incontournables? Alors, dans les autres œuvres incontournables, on a, je passe un peu rapidement parce que je ne peux pas vous parler de toutes les œuvres, il faudrait que je vous fasse une visite. On a une œuvre des Tang qui est un barbare tenant une corne, qui est aussi une œuvre assez rare. On a donc, qui est probablement un marchand sogdien en fait, qui commercialisait du vin, d'où la présence de la corne, qui est un héritage de la culture grecque. C'est en fait une évolution d'une coupe à boire, d'un riton. Et c'est un objet qui est assez rare. On en connaît 5 de ce type-là dans le monde. Et le nôtre est probablement le plus beau, donc on est content. Vous avez vu les 4 autres? Alors je les ai vus en photo, je ne les ai pas vus en vrai. En photo, ah ouais. Il y a eu un livre qui est paru juste sur ce type d'objet il y a quelques années, il y a déjà 10-12 ans maintenant. On a aussi dans la statuaire bouddhique, on a une très importante sculpture de Bodhisattva qui est assez haute, qui doit faire 1m30, 1m40 de haut à peu près, et qui vient des ateliers impériaux, qui a été fabriqué à l'époque des Ming, sous l'empereur Yongle, et qui vient probablement des ateliers impériaux. Donc ça, c'est aussi une pièce, vraiment une pièce majeure et importante. Et puis, si on va dans le domaine contemporain, là, on a énormément de peintures majeures. On a une dizaine de peintures de Zhang Daqian. On a plusieurs peintures de Su Beihong, comme je vous le disais. On a 6 peintures de Lin Fengmian. Enfin, on a énormément de choses, en fait. Et on a des choses d'artistes majeurs. Et on a eu, là, dans les dernières choses... alors, ce n'est pas les dernières choses à être entrées, mais dans la dernière donation vraiment très importante en termes de volume, on a eu une grosse donation d'œuvres de Zhao Wuqi aussi. Sachant que le musée a été très proche de Zhao Wuqi pendant très longtemps. On est le premier musée dans lequel Zhao Wuqi a exposé hors de Chine, avant même d'avoir quitté la Chine. C'est pour ça. Donc, il y avait un lien sentimental, on va dire. Il y avait un lien historique assez fort, notamment par l'intermédiaire de Vadim Elisseev, qui était le directeur du musée. Et qui, lui, était assez proche, effectivement, de Zhao Wuqi. Alors, si j'ai bien compris, si les gens veulent visiter les œuvres de Zhao Wuqi, c'est chez Musée Czernouty qu'il faut aller. Alors, pas que chez nous, il y en a ailleurs. Zhao Wuqi est un artiste. Et c'est vous qui conservez la collection la plus importante? Alors, pas forcément, mais on collectionne des choses particulières. Parce que si vous allez au musée d'art moderne de la ville de Paris, vous allez avoir pas mal d'huile, vous allez avoir quelques encres. Nous, ce qu'on collectionne, ça a été la collection chinoise de Zhao Wuqi, qui est chez nous maintenant. Alors, peut-être pas totalement, mais une grande partie est chez nous. Donc, il avait collectionné des objets chinois, notamment beaucoup d'estampages. Tout ça est arrivé dans les collections. Et on collectionne pas mal d'encre aussi. Et on a pas mal de céramique de Zhao Wuqi. Alors, en quoi consiste votre travail de conservateur? Alors, mon travail de conservateur, s'il faut résumer le travail d'un conservateur, souvent, on va utiliser 3 termes. Conserver, étudier, diffuser. Donc, conserver, c'est faire en sorte que les objets qui sont dans la collection du musée soient gardés dans de bonnes conditions, qu'ils ne s'abîment pas et que, moi, en gros, de ce point de vue-là, mon travail est réussi si, quand je pars du musée, la collection dont je me suis occupé est en aussi bon état ou en meilleur état quand je pars que quand j'arrive.
Eh ben, justement, du coup, ça pique ma curiosité. Comment faites-vous pour les conserver en bon état alors? Alors, il y a deux types de procédures. Il y a une procédure qui est une procédure dans laquelle on va essayer de contrôler l'environnement dans lequel sont les objets. Donc, essayer de contrôler les variations du climat, contrôler le fait qu'il n'y ait pas de polluants dans le musée, ce qui est difficile aujourd'hui avec l'état de l'atmosphère et les vapeurs de pots d'échappement, etc. Mais enfin, essayer de faire en sorte que le musée soit un écrin qui est sain pour les collections et dans lequel les collections se portent bien et ne s'abîment pas. Et puis, quand on a des collections qui se sont abîmées dans le passé, on va tout simplement faire des campagnes de restauration C'est ça. pour remettre à niveau les objets ou les protéger. Alors par exemple, sur des bronzes, ça va être parfois de restaurer un bronze et de mettre un produit à la surface du bronze qui va empêcher les interactions avec l'oxygène et donc les corrosions. Pour les peintures, bah, tout simplement, on fait remonter en rouleau de manière traditionnelle des peintures qui n'avaient pas bénéficié de traitement de suffisamment bonne qualité il y a 40 ans ou 50 ans, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de spécialistes de ces techniques-là en France, alors qu'aujourd'hui, on a de très bons restaurateurs. Ah oui. Donc voilà, c'est essayer d'entretenir la collection, tout bêtement. Alors, une question de néophyte, hein. Mm. Les restaurateurs, ce sont des gens auxquels vous faites appel, hein. Ils ne travaillent pas du tout au sein du musée, n'est-ce Non, pas? alors ça peut arriver dans certains musées qu'ils aient des restaurateurs en interne, Ah, ah. mais en France, l'essentiel des restaurateurs sont des professions libérales qui travaillent à la mission. Donc quand on a besoin de faire quelque chose, on leur demande un devis. Voilà. Alors, ce travail-là, c'est-à-dire le travail de conservation, Oui. ça représente quel pourcentage? C'est difficile votre à dire temps de parce que travail. Ouais. ça dépend beaucoup des périodes et des moments. C'est-à-dire que là, par exemple, on a fait des travaux très récents au musée pour améliorer le contrôle du climat dans les réserves. Ça nous a occupé beaucoup pendant plusieurs mois parce qu'il a fallu déménager les objets, le temps de faire les travaux, ramener les objets, contrôler que tout le système fonctionnait bien. Donc il y a eu une période où je me suis beaucoup occupé de ce type de choses. En effet. Et puis, quand on prépare une exposition, bah là, on est plutôt dans l'étude des objets, dans un travail plus scientifique. Et souvent, ça prend beaucoup de temps. Donc, ça dépend un petit peu du calendrier. En fait, C'est il n'y a ça. pas, il n'y a pas de journée type. Ça dépend des périodes. Hmm. Alors, l'étude, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, l'étude des objets, c'est tout simplement d'essayer de comprendre au mieux ce qu'on a dans les collections. Donc, ça va être de passer du temps sur les objets, de essayer d'identifier les objets. Alors, heureusement, il y a tout ce travail-là. Ça fait maintenant, je vous le disais, on est un vieux musée, ça fait plus de 120 ans qu'il y a un travail qui est fait pour ça. Alors, parfois, nos prédécesseurs ont fait des erreurs. Nous-mêmes, on en fait probablement. Mais petit à petit, les choses sont quand même beaucoup plus carrées qu'elles ne l'étaient il y a plusieurs décennies. Mais donc voilà, c'est l'idée d'essayer d'identifier, de dater et de comprendre les objets au maximum. Et pour ce faire, vous travaillez en collaboration avec des archéologues, Alors, j'imagine, hein? Tout à fait. Ouais. On n'est pas tout seul à faire ce travail, heureusement, parce qu'on Ouais. n'aurait pas le temps. Mm. Donc, on va travailler. Alors, d'abord, il y a tout un vivier d'étudiants qui a besoin de faire des mémoires de master ou des Ah, thèses. bah voilà. Donc, parfois, ils travaillent sur la collection. Là, j'ai 2 étudiantes cette année qui travaillent sur la collection de bronze chinois Ming et Qing du Wow. musée. Donc, j'ai hâte de lire leur mémoire, là, qu'elles doivent rendre Ouais. dans quelques jours. Et donc, bon, bah, là, c'est quelque chose qui, moi, va probablement m'apprendre un certain nombre de choses sur la C'est collection. passionnant, si j'ai bien compris. C'est totalement passionnant. Ah Et puis, oui. on a aussi des projets de recherche avec des chercheurs plus confirmés. Donc, on fait notamment toute une étude de la collection de bronze ancien du musée avec Alain Toth et Olivier Venture, qui sont les 2 plus grands spécialistes français des bronzes archaïques chinois, probablement parmi les plus grands spécialistes européens aussi en ce domaine. Et donc, bah, eux aussi, quand on travaille avec eux, ils nous apportent énormément d'informations sur ces objets parce que c'est vraiment leur spécialité. Le truc, c'est quand vous êtes conservateur dans un musée, notamment dans un musée comme celui-là, vous travaillez sur un ensemble d'objets très large. C'est-à-dire que je peux travailler une semaine sur de la période néolithique
et la semaine suivante devoir écrire un texte sur un artiste contemporain. Donc mon niveau de spécialisation n'est pas le même qu'un universitaire qui s'est spécialisé sur un domaine. Et donc c'est pour ça aussi qu'on travaille beaucoup avec d'autres chercheurs à l'extérieur, Ouais. parce qu'ils ont une connaissance beaucoup plus pointue sur certains domaines que nous. Je vois. Puisque vous êtes un musée consacré aux arts asiatiques et chinois en particulier, est-ce que quand vous faites ce travail d'étude des objets, vous travaillez aussi en partenariat avec des archéologues chinois, par exemple? Alors avec des archéologues ou des universitaires, ça arrive. Chinois qui viennent de Oui, Chine? oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Alors d'abord, on reçoit régulièrement des chercheurs qui, tout simplement, ce n'est pas forcément des collaborations extrêmement poussées sur le plan formel, c'est-à-dire qu'on n'a pas signé de contrat avec eux, etc. Ouais. Mais c'est des chercheurs qui travaillent sur un sujet et qui ont besoin de voir les collections pour avancer. Je Donc comprends. on reçoit énormément de chercheurs à l'année, on leur montre les objets et puis on leur demande, quand ils écrivent quelque chose, de nous l'envoyer pour qu'on puisse la voir, nous, et documenter la collection. Intéressant. Ouais. Donc il y a ce type de travaux-là. Parfois on a des projets de recherche un petit peu plus complexes qui sont mis en place, mais qui sont plus compliqués du coup à mettre en place et donc plus rares aussi. Mais oui, on travaille beaucoup avec des chercheurs chinois et il y a certains chercheurs chinois connaissent très bien le musée. Alors maintenant, on va parler du troisième aspect de votre travail. diffusion. La diffusion. Alors, en Alors- quoi consiste ce travail? La diffusion, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire une fois que vous avez élaboré une connaissance sur des objets, il faut arriver à la donner au public. Et donc, et le public, c'est très variable. Ça peut être aussi bien des collègues qui sont des scientifiques, qui vont être des professeurs d'université, Ouais. que le grand public, les visiteurs qui viennent au quotidien au musée. Et donc pour ça, on va publier. Alors publier dans des revues scientifiques Ah oui. ou publier des choses de vulgarisation. On va organiser des expositions. C'est ça. On va faire de la diffusion des collections en ligne sur notre base de données. Enfin, ça comprend un peu tout ce qui permet de mettre les gens au contact des œuvres et de ce qu'on sait des œuvres. Alors, comment fait-on pour devenir conservateur? Alors, pour devenir conservateur, il y a plusieurs filières. Normalement, il y a un concours de conservateurs qu'on peut passer. Ces derniers temps, on a des difficultés de recrutement dans nos spécialités parce qu'on n'a pas beaucoup de conservateurs qui ont à la fois réussi le concours et qui ont cette spécialité art asiatique. Et donc, on a recruté, c'est vrai chez nous, c'est vrai au musée Guimet, des gens qui n'avaient pas passé le concours, qui étaient plutôt des gens qui venaient de l'université. Et donc là, on recrute sur dossier tout bêtement. Voilà. Et comment expliquez-vous cette pénurie, on va dire, C'est pas très compliqué à expliquer, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de postes non plus, puisque, comme vous le disiez, il y a 2 grands musées à Paris, il y a le musée Guimet, il y a nous, il y a quelques musées en province, il y a le musée de Nice notamment, il y a le musée de Toulon, il y a le musée de Toulouse, mais c'est des musées dans lesquels il y a très peu de personnel. Je veux dire, il y a un conservateur au musée de Nice. Je crois qu'il y a un conservateur à mi-temps ou peut-être à plein temps, je ne veux pas dire de bêtises, à Toulouse, mais il n'y a pas énormément de postes. Donc forcément, les candidats ne sont pas non plus extrêmement nombreux parce que quand on fait nos études, on anticipe un petit peu le fait qu'il n'y aura pas beaucoup de postes. Bien sûr. Et puis, souvent, quand c'est rare d'avoir des étudiants qui arrivent en première année d'études supérieures en sachant qu'ils veulent se spécialiser Impossible. dans telle ou telle discipline. Donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'ils commencent leurs études et ils vont vraiment savoir qu'ils vont vouloir se spécialiser en art chinois ou en art japonais ou en art coréen quand ils sont déjà à la 3e ou 4e année d'études. Ce qui fait, ça a été mon cas d'ailleurs, que quand ils passent le concours, ils ont commencé à apprendre les langues asiatiques souvent depuis peu. Et donc le niveau n'est pas toujours très bon. Parfois, le niveau de nos collègues en université est bien meilleur. Donc voilà, c'est des questions d'organisation en fait, des filières et des recrutements qui fait qu'on n'a pas... Mais voilà, les choses, là, on a j'ai un ancien élève qui a réussi le concours de conservateur qui est spécialisé en art chinois, qui est rentré à l'Institut national du patrimoine en janvier dernier. Et j'ai un ancien élève qui, lui, est plutôt spécialisé en art japonais, qui sort de l'Institut national du patrimoine, là, en juin. Donc, il y a quand même des gens qui arrivent.
Mais là, on a traversé une petite période où les recrutements étaient difficiles. Ouais. Et en ce qui vous concerne, vous avez dû faire des études en histoire de l'art peut-être. Totalement. Après, vous avez passé le concours, c'est ça? C'est ça. Alors j'ai commencé, c'est ce que je vous décrivais en fait. J'ai commencé par faire mes études en histoire de l'art. Moi, au départ, je voulais devenir archéologue proto-historien, donc travailler sur l'archéologie occidentale, essentiellement de l'âge du fer. Et à l'école du Louvre, j'avais pris la spécialité art chinois pour m'évader un petit peu, pour ne pas rester sur mes épées du IIIe siècle avant notre ère de l'Athènes. Et ma spécialité secondaire est devenue ma spécialité principale en cours de route. Et donc j'ai commencé à apprendre le chinois quand j'étais en fin de licence en fait. Et donc j'ai fait ma licence de chinois en préparant le concours en parallèle. Et j'ai fini ma licence une fois avoir réussi le concours. En fait. C'était un concours difficile? C'est toujours délicat à dire. Moi, je l'ai réussi. Donc, voilà, c'est un concours. Je sais qu'en France, les concours sont plus ou moins difficiles. Parce que moi, j'ai dû passer des concours. Par exemple, celui d'entrée à l'IAE, j'ai passé un an à préparer. Alors, le problème des concours en France, notamment pour les gens qui sont d'origine étrangère, c'est la maîtrise du français. C'est extrêmement discriminant sur la réussite des concours. Bien sûr. Et pour nous, le métier de conservateur est un métier qui amène à écrire beaucoup. Je comprends. Et donc la maîtrise du français est extrêmement importante parce que on passe la moitié de notre temps à écrire des choses très diverses, mais à écrire. Et donc l'année où j'ai réussi le concours, il y avait 3, quelque chose de pourcent de réussite au concours. Voilà. Félicitations. J'ai eu de la chance. On sait que l'année dernière a marqué le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays. Alors, quelle manifestation avez-vous organisée pour célébrer cet événement? Alors, l'année dernière, on n'a bizarrement pas organisé de manifestation véritablement au musée même, mais on avait un projet en Chine. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une exposition en Chine avec les collections du musée. Et on a fait une exposition donc à Shanghai sur la peinture à l'encre chinoise du XXe et du XXIe siècle. On commençait avec une œuvre des années 20 de Kang Youwei et on finissait avec une œuvre de Wang Tiande, qui est une œuvre qui a été faite il y a 2-3 ans à peine, donc qui est une œuvre très récente. Et donc ça permettait d'exploiter la collection dont je vous parlais, d'art moderne et contemporain. Et ça a été présenté pendant 4 mois au Bundwan Museum, Dongying Meshuguan, à Shanghai. Et donc, voilà, c'est ce qu'on a fait pour cet anniversaire. Alors, dernière question, quelles sont les expositions que vous êtes en train de préparer pour justement promouvoir les œuvres asiatiques cette année? Alors, cette année, ce n'est pas moi qui suis sur cette expo, c'est le directeur du musée là, qui fait le commissariat de cette expo, mais on va avoir une grosse exposition à partir d'octobre prochain sur les études épigraphiques en Chine, c'est-à-dire les études des anciennes calligraphies et la manière dont ça a renouvelé les arts à l'époque des Qing et dans la première moitié du XXe siècle. Et donc, ça va être une exposition à la fois scientifiquement d'un bon niveau et en même temps dans laquelle il va y avoir quelques très 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 belles œuvres. Donc, on a hâte de pouvoir ouvrir cela. Et en parallèle, on fera évidemment d'autres choses. On aura en octobre aussi une installation contemporaine par l'artiste Wang Du, qui est un artiste qui vit en France. Je crois qu'il vit en France. Totalement, justement. il vit en France. Oui. Et il travaille beaucoup dans la région de Canton aussi, donc il n'est pas toujours là. Vous travaillez avec lui? Oui, et donc on aura une œuvre de lui dans la salle principale du musée. Et il y aura pas mal de petits autres projets autour du Japon, etc. Et puis l'année prochaine, ce sera une grosse année coréenne parce que ce sera l'anniversaire de l'établissement du premier traité qui a été signé entre la Corée et la France en 1886. Donc on essaye de suivre un petit peu l'actualité. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Et l'actualité, j'ai oublié un point. Le 6 et 7 juin prochain, on a un colloque 2 journées d'études, sur 2 jours de journée d'études sur le thé en Asie orientale, avec des intervenants qui parleront du thé en Chine, en Corée, au Japon,
aussi un petit peu au Vietnam, de la manière dont les modes de consommation ont évolué, des productions matérielles qui ont été créées pour la consommation du Intéressant. thé. Et on finira le deuxième jour avec des choses plutôt sur la céramique contemporaine et les productions aujourd'hui liées au thé. Ben, j'irai peut-être voir votre exposition. C'est gratuit. Je ne sais pas encore si ce sera sur réservation ou en accès libre, mais en tout cas ce sera gratuit, donc il ne faut pas hésiter à venir. Merci beaucoup. Je vous À en prie. bientôt alors. À bientôt.